Merci. Donc moi je suis votre guide, je m'appelle Céline. Donc je suis très heureuse de vous accueillir. Et cet après-midi, je vous propose de visiter la ville de Perpignan avec en premier lieu le château royal, qui est le palais des rois de Majorque, et ensuite la vieille ville, avec les monuments principaux du quartier Saint-Jean-Baptiste. Voilà, tout ça à pied. Donc ça va faire une bonne promenade, une bonne marche digestive. Et nous avons à peu près 15 minutes pour rejoindre le château. Ensuite, la visite dure 1 heure dans le château. Il y a des escaliers à monter, d'autres à descendre. Et puis ensuite un bon quart d'heure, 15 minutes à nouveau pour rejoindre la ville et 1 heure de visite dans la vieille ville. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon courage. Pour parler de cette place qui s'appelle la place de Catalogne, que vous allez voir plusieurs fois dans la journée, avec le grand bâtiment des Dames de France devant. Ce bâtiment qui abrite la FNAC aujourd'hui. C'était une galerie marchande équivalente aux Galeries Lafayette parisiennes. Et c'est un bâtiment qui a été créé ici au début du XXe siècle, au moment où on va détruire les murailles, où on va détruire les remparts de Perpignan. C'est un moment très important dans l'urbanisation de la ville, il y a 100 ans à peu près. Entre la vieille ville, qui se trouvait de ce côté, et le quartier de la gare, de l'autre côté. On va mettre en jonction les deux villes en fait, en démolissant les remparts et en créant une nouvelle entrée dans la ville. Et ce monument, les Dames de France, va symboliser l'arrivée de la modernité à Perpignan. Donc on a une architecture très parisienne qui va s'avérer comme une grande nouveauté dans la ville. Et donc les Dames de France, vous savez, c'était un magasin de nouveautés, comme les galeries Lafayette. Oui, mais ici il y a trop de circulation. Et tout à l'heure on s'entendra mieux. Et le nom, ça vient d'où, la Dame de France? C'était les frères Gompel qui avaient créé cette marque comme magasin de nouveautés. Voilà, les dames comme les femmes de France pour montrer la mode féminine parisienne. Voilà, le magasin de nouveautés. Vous avez dit début de modernité, quel siècle? 1905, 6, 7, 8. Début 20e. Bon, c'est un peu bruyant ici, alors je vous invite à rejoindre le village. Alors vous êtes arrivés jusqu'ici, au pied de la citadelle, qui renferme le palais des rois de Majorque à l'intérieur. En réalité, il y a un château médiéval et une citadelle espagnole autour. Ces murs que vous voyez là appartiennent à la citadelle qui a été réalisée au XVIe siècle par Charles Quint, puis Philippe II, à l'époque des empereurs espagnols. Une fois que la Catalogne va devenir une province de la couronne, enfin de ce qui va devenir le royaume d'Espagne. Ensuite, il va y avoir la période française, et ça on en reparlera plus tard. Vauban, l'architecte, l'ingénieur du roi Louis XIV, qui va venir parachever le système de défense en construisant des bastions triangulaires tout autour de la vieille ville, mais aussi en renforçant la défense de la citadelle. Mais les ajouts de Vauban ont été détruits. Telle que vous la voyez, c'est une citadelle, forteresse espagnole. Cette entrée-là n'est pas l'entrée originale. C'est une entrée qui a été rajoutée ensuite. Est-ce que tu peux nous traduire, s'il te plaît, pour De la ville. Lorsqu'on détruit les remparts au début du XXe siècle, 1905, 6, 7, 8, 9, 10, on va construire les nouveaux boulevards à l'emplacement des remparts Vauban. Donc les boulevards dessinés en jaune correspondent aux limites de la place forte. Et ici se trouve le château, derrière nous. Voilà. Donc, tout ça c'est la ville basse, et ça c'est le château. Et la ville basse se trouve en haut. De Vauban, rien.
avant le palais médiéval. Nous avons franchi la citadelle espagnole et vous avez devant vous ce château qui est bien sûr unique en France puisqu'il a été bâti par les rois de Majorque au XIIIe et XIVe siècle. Ces rois de Majorque qui avaient choisi de s'installer ici, sur la colline, à l'endroit le plus haut et à l'écart de la ville qui existait déjà. On est au XIIIe siècle, à l'époque où le roi de France s'appelle Saint-Louis et va faire ses croisades en Terre Sainte. Et à l'époque où le roi de Majorque a fait une croisade en plein cœur de la Méditerranée, dans l'archipel majorquin. Au XIIIe siècle, avec un roi qui s'appelait Jacques Ier. En catalan on dit Jaume Ier. Alors, deux pays, c'est-à-dire la France, là-bas, la France, et la Catalogne, ici, la Catalogne. Cette frontière-là, ce seraient ces montagnes que l'on aperçoit ici, c'est-à-dire les Corbières. Donc, ils avaient signé un traité de paix. Cette montagne-là, c'est la frontière entre les deux pays. Et nous sommes allés. C'était aussi roi d'Aragon. Il était seigneur de Perpignan, ici, donc tout ce territoire entre les Corbières et les Pyrénées. C'était devenu un territoire catalan. C'était rentré dans la maison comtale de Barcelone. Et il était aussi seigneur de Montpellier. Montpellier, donc en plein cœur du Languedoc. Que la ville, la seigneurie. Montpellier, le Roussillon, Barcelone et l'Aragon. Et ce Jacques n'avait pas d'île. Pauvre roi, il n'avait pas d'île en Méditerranée. C'était un handicap pour lui. Il n'avait pas la Corse, pas la Sardaigne, pas la Sicile. Il lui fallait des îles pour pouvoir avoir ses propres ports, ses propres bateaux et maîtriser le commerce en Méditerranée. De Castille. Alors, et ces rois qu'on appelle les rois catholiques, on met les musulmans et les juifs 1492 après la prise de Grenade. Voilà, fin 15e siècle. شاههای catholiques, سال 15e siècle? Non, oui, non. Fin 15e. Fin 15e. Donc Isabelle lui, il a pris les Baléares avant alors. Oui, bien sûr. Ah, oui. Et lui, il a pris les Baléares, mais il n'a pas expulsé, il n'a pas interdit les cultes. Et la civilisation, la société majorquine était à la fois chrétienne, musulmane et juive. Les trois religions cohabitaient et c'est une période un peu idéale qui n'a pas duré très longtemps. Cohabitation. Qui a été très courte. این قبول کرده که سه مذهب اصلی که داشتیم اون زمان، یعنی الان هم اسلام و مسیحیت و یهودیت با هم touche orientale et le style oriental dans la construction, par exemple avec l'entrée qui est la barbacane. Cette barbacane avec ses créneaux et ses merlons de type oriental. Alors, vous connaissez peut-être mieux que moi cette architecture qui va être redécouverte en France et au Moyen-Âge en Catalogne suite aux croisades d'Orient vers l'Occident. En tout cas, même au niveau architectural, on voit que les Arabes ont beaucoup apporté à l'aménagement et à la décoration de ce château. Sur la cour, on n'est pas du tout dans un château fort petit, resserré. Malgré les éléments de défense, on est dans une vraie résidence dans laquelle il fait bon vivre au XIIIe et XIVe siècle. Il y a une grande ouverture. Lieu diplomatique, le lieu administratif. Donc c'est un véritable palais qui assure toutes les fonctions militaires, civiles, administratives et politiques. Et au niveau de l'architecture, ce palais, il a une architecture dite majorquine, gothique majorquine, qui combine les éléments du Moyen-Âge avec des éléments romans, des arcs arrondis. Par exemple, le rez-de-chaussée, la galerie basse, elle a des arcs construits en forme arrondie. Et le premier étage, la loggia, elle a des arcs brisés, donc on dit que c'est gothique. Mais pourtant, l'un et l'autre ont été faits en même temps. Donc le majorquin, le gothique majorquin combine les deux styles. Provenant de la salle, c'est-à-dire la grande salle
c'est précisément la grande salle polyvalente du château. On peut imaginer en temps de paix, de grands banquets, de grandes fêtes évidemment dans cette grande pièce, très importante avec la présence des cheminées derrière et la présence des cuisines. Dessous là, il y a une petite porte qui conduisait directement aux cuisines. Donc lors des grandes réceptions, c'était très pratique. Mais c'est aussi une salle diplomatique dans laquelle le roi pouvait réunir son conseil et prendre des grandes décisions et trouver des issues au conflit, parce qu'il va y avoir des conflits. Alors, à vous. Une pièce dotée d'une cheminée. Les chambres, les antichambres et les autres salons étaient réchauffés l'hiver avec des grands braseros mobiles. Voilà, donc on déplaçait les braises pour avoir de la chaleur. Il faut imaginer aussi bien sûr des tapis, des tentures sur les murs pour garder la chaleur. Quelques années après la création du royaume de Majorque. Donc là on revient un peu au roi, on revient à Jacques Ier, Jaume I. C'est lui qui a fait la conquête des îles Baléares. Donc il a grandi son territoire. Et ensuite, Jacques Ier, le conquérant, va vouloir transmettre ces territoires à plusieurs enfants. Ne pas tout donner au fils aîné, mais pouvoir diviser ses terres à ses différents enfants. Et c'était très compliqué pour lui, parce qu'à chaque union matrimoniale, chaque fois qu'il s'est marié, et il s'est marié plusieurs fois, mais c'est vrai, et à chaque union matrimoniale, il revoyait son testament pour pouvoir transmettre différentes propriétés à ses enfants. Et finalement, il y a 2 garçons qui vont atteindre l'âge adulte et qui vont se montrer aptes à régner. Il y a Pierre, l'aîné, et Jacques, le cadet. Jacques II. Jacques II, très bien. Jaume II, Jacques II. Jaume II. Et Jacques Ier, on va lui donner l'Aragon et la Catalogne, les territoires traditionnels. Et Jacques II, le cadet, le petit frère, on va lui donner là, on est dans les parties privées. Les rois avaient leur appartement qui était situé ici, séparé de la chapelle par cette petite cour intérieure. Et la reine, évidemment, avait ses appartements de l'autre côté, au sud. Des appartements privilégiés, où il fait très bon, l'hiver comme l'été. Et en fait, pour se rencontrer de façon privée et intime, les rois avaient fait aménager ce passage qui passe entre les 2 chapelles. Donc on est à l'entrée du passage privé. Donc on est ici chez le roi et on va chez la reine. Donc c'est le moment de vous mettre dans la peau d'un roi qui va voir sa reine. Voilà. Tout simplement. C'est intéressant d'être respecté.